Je n'ai jamais cru au Bigfoot, pas comme on croit à la gravité, aux impôts ou à l'inévitable déception d'un lundi matin. Pour moi, le Bigfoot appartenait à la même catégorie que les ovnis et le monstre du Loch Ness. Un élément fascinant du folklore, un « et si », amusant pour meubler une soirée tranquille, mais au final, le produit d'une erreur d'identification, de vœux pieux et d'histoires de feu de camp. Tout a changé un matin de fin mai à Blackwater Creek, lorsque j'ai regardé deux d'entre eux entrer dans l'eau juste en face de moi. Ce qui s'est passé au cours des heures suivantes n'a pas seulement prouvé leur existence à mes yeux, cela a complètement démantelé et reconstruit ma perception de l'intelligence, de la culture et de ma propre place dans le monde naturel. Laissez-moi vous expliquer depuis le tout début, car le contexte de ma vie à ce moment-là est crucial pour comprendre l'impact de cette rencontre. C'était l'un de ces matins de printemps parfaits où le monde semble fraîchement créé. Un brouillard délicat et éthéré s'accrochait encore à la surface de l'eau, et la forêt environnante commençait à peine sa symphonie quotidienne de chants d'oiseaux. J'attendais cette expédition de pêche en solitaire depuis plusieurs semaines, depuis qu'une collègue, sentant que mes nerfs étaient à vif, m'avait parlé de ce coin isolé à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville. « Les saumons sont si nombreux là-haut, m'avait-elle dit, qu'on pourrait presque les attraper à main nue. » C'était bien sûr une exagération, mais la promesse qu'elle contenait était exactement ce dont j'avais besoin. Le printemps avait été brutal. J'arrivais au terme d'un divorce conflictuel qui m'avait laissé vidé et à vif émotionnellement. En parallèle, je prenais un nouveau poste plus exigeant au travail, une promotion qui aurait dû être une victoire, mais que je ressentais plutôt comme un poids écrasant supplémentaire. J'avais désespérément besoin de solitude, d'un silence qui ne soit pas rempli d'accusations tacites ou du son des emails urgents. J'avais besoin d'une paix si profonde qu'elle pourrait noyer le vacarme dans ma propre tête. Le trajet en lui-même fut une descente progressive de la civilisation vers la nature sauvage. Il m'a fallu près de 3 heures sur des routes qui se sont progressivement détériorées, passant d'un asphalte lisse à un bitume fissuré, puis à une piste de gravier en tôle ondulée, et enfin, pour les 13 derniers kilomètres, à peine plus que 2 simples ornières creusées à travers une forêt dense d'apparence primitive. Ma berline, absolument pas faite pour ce genre de terrain, rebondissait et raclait sur les racines exposées et les rochers acérés. À chaque secousse, je remettais en question la sagesse de cette expédition, imaginant les factures de réparation s'accumuler. Mais lorsque je suis enfin sorti de la canopée étouffante des arbres et que j'ai vu Blackwater Creek s'étendre devant moi, mes doutes se sont évaporés. C'était à couper le souffle. Le cours d'eau était large et relativement peu profond, son eau cristalline s'écoulant avec un doux murmure sur un lit de pierres polies et multicolores. J'ai immédiatement compris que chaque kilomètre cahotant avait été un prix d'entrée qui en valait la peine. Je me suis garé dans une petite clairière baignée de soleil et j'ai commencé à préparer mon équipement. Il y avait la canne à pêche à la mouche que ma grand-mère m'avait offerte peu de temps avant de mourir. Son poids familier dans ma main, un lien réconfortant avec une époque plus simple. Il y avait la boîte à pêche, un fatras de mouches montées à la main et de leurres brillants. J'avais un thermos de thé fort et bien chaud et quelques sandwichs que j'avais préparés la veille dans un rare moment d'anticipation. Plus important encore, j'ai délibérément laissé mon téléphone dans la boîte à gants de la voiture. Il n'y avait de toute façon aucun réseau dans ce sanctuaire reculé et cet isolement total était une partie essentielle de son attrait. Pas de SMS de mon futur ex-mari. Pas d'email professionnel exigeant une attention immédiate, pas de défilement infini des notifications des réseaux sociaux. Juste moi, les poissons et le son apaisant et rythmé de l'eau courante. J'ai trouvé ma place sur la rive est du cours d'eau, sur un rocher confortable et chauffé par le soleil qui semblait fait sur mesure pour s'asseoir. J'ai lancé ma ligne dans le courant, le mouvement fluide et exercé, une mémoire musculaire qui apaisait mon esprit.
L'eau avait peut-être 1,20 m de profondeur dans la plupart des endroits, peut-être 1,50 m dans les vasques les plus profondes. La clarté était stupéfiante. Je pouvais voir le fond, observant les formes sombres des saumons filant entre les rochers submergés et les restes squelettiques de branches tombées. C'était une sorte de tranquillité que j'avais presque oublié possible dans le tumulte de la vie moderne. Pendant les 90 premières minutes, tout fut absolument parfait. J'ai attrapé plusieurs petits saumons, les décrochant délicatement et les relâchant dans l'eau fraîche et claire. Le soleil est monté plus haut, brûlant peu à peu les derniers vestiges du brouillard matinal, et je me suis glissé dans cet état méditatif que seules des activités comme la pêche peuvent induire. Un état où vos pensées dérivent sans but, comme des graines de pissenlit emportées par le vent, et où le temps perd sa structure rigide. Puis, je l'ai entendu. Un bruit provenant de la rive opposée. Au début, je n'y ai pas prêté attention, supposant qu'il s'agissait d'un élan ou d'un cerf se déplaçant dans les broussailles. Le son était un bruissement lourd dans le sous-bois dense, à environ 65 mètres en amont de ma position. Mais c'était trop imposant, trop délibéré. Ce qui bougeait dans cette végétation était énorme, véritablement massif. Le son n'était pas le fracas craintif d'un animal surpris, il avait un poids délibéré et rythmé. J'ai posé avec précaution la canne à pêche de ma grand-mère et je me suis contenté de regarder, mon cœur commençant à accélérer, cognant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Ça pourrait être un grizzly, ai-je pensé. Les ours bruns étaient assez courants dans ces montagnes et cette pensée m'a envoyé une décharge d'adrénaline. Mais quelque chose dans la façon dont les branches se balançaient, la hauteur même de la perturbation, ne semblait tout simplement pas correspondre au comportement d'un ours. Puis, le dense rideau de verdure s'est écarté et un Bigfoot est sorti sur la rive opposée. Je ne suis ni dramatique, ni en train d'exagérer pour faire de l'effet, quand je dis que cette créature mesurait au moins 2,70 m. Elle était entièrement recouverte d'une fourrure brun foncé, épaisse et d'apparence quelque peu emmêlée, comme le pelage d'un animal qui aurait vécu toute sa vie exposé aux éléments. Ses bras étaient incroyablement longs, descendant presque jusqu'à ses genoux, et ils étaient bardés d'une musculature puissante qui témoignait d'une force physique immense. Son visage, cependant, était la partie la plus choquante. Il était étonnamment plat, plus hominidé que simiesque, mais définitivement pas humain. Et les yeux, même à 65 mètres de distance, je pouvais voir ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux plats et impénétrables d'un animal. Ils irradiaient une intelligence profonde et une conscience calme et posée. Je me suis complètement figé. Chaque muscle de mon corps s'est bloqué. Mon cerveau me hurlait dessus. Un monologue intérieur frénétique insistant sur le fait que c'était impossible, que le Bigfoot n'existait pas, que je devais être en proie à une sorte d'hallucination due au stress. Mais il se tenait là, aussi solide et réel que le rocher sous moi, son souffle formant une légère buée dans l'air frais du matin. Le Bigfoot est resté là un long moment, sa tête massive, tournant lentement tandis qu'il scrutait le cours d'eau de long en large. Puis, un second Bigfoot est sorti du sous-bois derrière le premier. Celui-ci était légèrement plus petit, peut-être 2,40 m, avec une fourrure plus claire, presque auburn, là où la lumière du matin la frappait. Il se tenait côte à côte sur la rive, et j'ai réalisé avec une étrange certitude intuitive qu'ils formaient un couple. Mon esprit était une tempête chaotique d'impulsions contradictoires. Une partie, ma part primale, mon instinct de survie, voulait désespérément fuir, retourner en courant à ma voiture, claquer la portière et partir aussi vite que ma berline cabossée le permettrait. Mais une autre partie de moi, la part profondément curieuse qui avait toujours été mon trait de caractère dominant, était complètement captivé. Je voulais rester, observer, comprendre ce que je voyais. J'avais consommé ces histoires toute ma vie, vu le film granuleux de Patterson-Gimlin, regardé les documentaires spéculatifs à la télévision tard le soir.
Mais voir ces créatures en chair et en os, solides, tangibles et respirant le même air que moi, était une expérience si fondamentalement différente de tout récit de seconde main qu'elle défiait toute comparaison. Je suis resté figé sur mon rocher, ma respiration courte et silencieuse, et j'ai regardé le premier Bigfoot, le plus grand, faire un pas délibéré dans l'eau. Il se déplaçait avec une grâce surprenante, posant avec soin chaque pied massif et plat sur le fond rocheux du ruisseau. Le second a suivi, et ensemble, ils ont commencé à avancer vers le centre du cours d'eau. Au début, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Ils se déplaçaient lentement dans l'eau peu profonde, la tête penchée, fixant intensément la surface. Puis, avec un mouvement soudain et explosif, le plus grand Bigfoot a plongé ses deux mains dans l'eau et en est ressorti tenant un grand saumon frétillant. La créature a tenu le poisson en l'air un instant, l'examinant avec ce qui ressemblait à une évaluation, puis l'a tendu au plus petit Bigfoot, qui l'a accepté et l'a transporté sur la rive. Il pêchait, à main nue. J'ai regardé, absolument fasciné, tandis qu'il se déplaçait dans l'eau, attrapant poisson après poisson avec une rapidité et une précision remarquables qui rendaient mes propres efforts avec une canne à mouche, dernier cri ridiculement inefficace. Leur technique était d'une simplicité élégante mais incroyablement efficace. Ils se tenaient parfaitement immobiles, leur corps puissant se fondant dans les ombres et la lumière tachetée, observant l'eau avec une intensité sans faille. Puis, avec une vitesse qui semblait impossible pour des créatures de leur taille, ils frappaient, leurs mains se refermant pour piéger un poisson contre leur corps. C'était comme regarder un ours pêcher, mais de manière plus contrôlée, plus délibérée, plus intelligente. Ils ont descendu le courant méthodiquement et efficacement, se rapprochant progressivement de l'endroit où j'étais assise sur mon rocher. Mon cœur battait violemment maintenant, un tambourinement frénétique contre la symphonie silencieuse du ruisseau. Une partie de moi hurlait encore de courir, mais j'étais trop fasciné, trop profondément sous l'emprise de l'émerveillement pour bouger. Ces créatures ne semblaient en aucun cas agressives ou menaçantes. Elles vaquaient simplement à leurs occupations, pêchant leur petit déjeuner comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Puis le plus grand Bigfoot s'est arrêté et a levé la tête. Il était peut-être à 40 mètres de moi maintenant, assez près pour que je puisse voir les poils individuels sur ses bras, la texture de la peau de son visage, la façon dont les gouttelettes d'eau s'accrochaient à sa fourrure épaisse comme de minuscules joyaux. Le Bigfoot m'a regardé droit dans les yeux et pendant un long moment a coupé le souffle. Aucun de nous n'a bougé d'un muscle. Il savait que j'étais là. Il l'avait probablement su depuis le début. Le plus petit Bigfoot, remarquant que son partenaire s'était arrêté, a également levé la tête. Maintenant, tous les deux me fixaient. J'ai eu la bouche complètement sèche. J'ai essayé de déglutir, mais n'y suis pas parvenu. Tout ce que j'avais jamais entendu sur les rencontres avec des Bigfoot a défilé dans mon esprit dans une succession rapide et terrifiante. Les histoires d'agression, de créatures lançant des pierres ou chargeant les gens qui s'aventuraient trop près de leur territoire. Mais ces deux-là restaient là, à me regarder avec une placidité calme et déconcertante. Ils ne semblaient ni en colère ni menacés. Au contraire, ils avaient de l'air curieux, presque intrigués. Puis, ils se sont remis à marcher. Non pas pour s'éloigner de moi, pour retourner dans la sécurité de la forêt, mais vers moi. Ils ont traversé l'eau peu profonde, venant droit dans ma direction. C'est à ce moment-là qu'une peur primaire et authentique a finalement submergé ma curiosité. Mon corps entier s'est raidi de terreur. Je voulais désespérément courir. Chaque instinct de survie que je possédais me hurlait de sauter sur mes pieds et de détaler vers ma voiture. Mais je me suis forcé à rester immobile, ne jamais fuir devant un prédateur. C'est ce que disent tous les guides de nature, tous les documentaires animaliers. On ne court jamais car cela déclenche leur instinct de poursuite. Et en les regardant tous les deux, il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'ils étaient des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ils étaient massifs et puissants, et s'ils voulaient m'attraper, je n'aurais aucune chance. Je suis donc resté figé sur mon rocher, une statue de terreur, les regardant se rapprocher de plus en plus.
Ils ont atteint le milieu du cours d'eau, à peut-être 20 mètres de moi maintenant. Puis ils se sont arrêtés au bord de l'eau de mon côté de la rive. Le plus grand Bigfoot a levé la tête et a commencé à renifler l'air avec de longues inspirations délibérées, ses larges narines se dilatant. Il me sentait, ai-je réalisé, analysant mon odeur. Le plus petit Bigfoot a fait de même. Tous les deux, debout au bord de l'eau, testant l'air comme des loups, flairant une piste. J'ai retenu ma respiration. La sueur coulait en filets froids dans mon dos, malgré la température fraîche du matin. Mon esprit a frénétiquement passé en revue mes options. Devrais-je courir quand même? Devrais-je essayer de paraître plus grande et plus menaçante? Devrais-je crier? Tenter de communiquer d'une manière ou d'une autre? Rien dans ma vie, rien dans l'expérience collective de l'humanité moderne ne m'avait préparé à cette situation. Puis, le plus grand Bigfoot a fait quelque chose de si complètement inattendu que cela a fait voler ma peur en 1 million d'éclats d'incrédulité. La créature a plongé la main dans l'eau, a attrapé un autre saumon d'un mouvement rapide et fluide et l'a tendu vers moi. Elle a complètement étendu son bras, le poisson argenté pendant de sa main énorme, me l'offrant clairement, sans équivoque. J'ai fixé la créature avec une incrédulité totale, stupéfaite. Était-ce vraiment en train de se passer? Un Bigfoot était-il en train de m'offrir un poisson? Le plus petit Bigfoot a émis un son doux, un bruit grave et guttural qui ressemblait presque à un grognement ou un murmure, et a également fait un geste de la tête vers le poisson, comme pour m'encourager à accepter l'offrande. Mes mains tremblaient, alors que je me levais lentement, prudemment, de mon rocher. Chaque mouvement me semblait périlleux, comme si je marchais sur une glace fine qui pouvait se briser à tout moment. Le Bigfoot n'a pas bougé, se contentant de tendre ce poisson, attendant patiemment que je réponde. J'ai fait un pas prudent en avant, puis un autre. Les créatures sont restées immobiles, me regardant attentivement mais sans agressivité. Quand je fus à environ 1,50 m, assez près pour sentir leur odeur musquée et terreuse, une odeur de fourrure mouillée, de terre humide et d'aiguilles de pin, j'ai tendu les 2 mains et j'ai soigneusement accepté le poisson du plus grand Bigfoot. La main de la créature était énorme, facilement 3 fois la taille de la mienne, couverte d'une fourrure épaisse et rêche, mais étonnamment adroite. Alors que mes mains ont brièvement effleuré la sienne pendant le transfert, j'ai senti la chaleur de sa peau, la réalité indéniable de cet être impossible. Le Bigfoot a émis un grondement sourd dans sa poitrine, une vibration que j'ai autant sentie qu'entendue, qui aurait pu être de la satisfaction ou de l'approbation. Puis il s'est retourné et est retourné dans l'eau. Le plus petit Bigfoot a suivi. Et ensemble, ils ont continué à pêcher, jetant parfois un coup d'œil en arrière vers moi comme pour s'assurer que j'étais toujours là. Je suis resté sur la rive, tenant ce saumon, l'esprit complètement bouleversé. Que venait-il de se passer? Venais-je d'avoir une interaction amicale et pacifique avec un Bigfoot? Il m'avait offert de la nourriture, un geste de paix, un signe de non-agression, peut-être même d'amitié. Et je l'avais accepté. J'ai baissé les yeux sur le poisson dans mes mains, encore vivant et frétillant. C'était réel, tout cela était réel. Je ne rêvais pas, je n'hallucinais pas. J'ai soigneusement placé le saumon dans ma glacière avec le pain de glace que j'avais apporté, puis je suis resté à regarder les créatures continuer leur pêche. Après plusieurs minutes, le plus grand Bigfoot m'a de nouveau regardé et a fait un geste, un mouvement ample de la main qui signifiait clairement « Viens ici ». Il m'invitait à les rejoindre dans l'eau. Mon esprit rationnel hurlait que c'était de la folie, que je ne devais pas m'approcher davantage de ces créatures sauvages et puissantes, que je prenais déjà des risques énormes et incalculables. Mais quelque chose de plus profond, un instinct que je ne comprenais pas entièrement, m'a dit de faire confiance à ce moment, de voir où il mènerait. J'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes, retroussé mon pantalon et suis entré dans le ruisseau. L'eau était incroyablement froide, alimentée par la fonte des neiges des hautes montagnes. Le fond rocheux était lisse et glissant sous mes pieds nus. Les Bigfoot m'ont regardé approcher, et quand je fus à environ 3 mètres, le plus grand a refait le même geste, cette fois en pointant l'eau. Il me montrait quelque chose, m'enseignait.
J'ai observé attentivement la créature me remontrer sa technique, mais cette fois avec les mouvements lents et délibérés d'un instructeur. Reste très immobile, observe l'eau, attend qu'un poisson s'approche, puis frappe vite avec les deux mains en les creusant pour piéger le poisson contre ton corps. Puis il a reculé et m'a fait signe d'essayer. Je me suis positionné là où la créature s'était tenue, me sentant à la fois ridicule, terrifié et exalté. J'ai fixé l'eau, observant les ombres fugaces des poissons se déplaçant sous la surface. Mes mains planaient juste au-dessus de l'eau, en attente. Un saumon s'est approché et j'ai frappé, plongeant rapidement mes mains. J'ai complètement raté. Le poisson a filé comme un éclair argenté et j'ai failli perdre l'équilibre sur les rochers glissants. Le plus petit Bigfoot a fait un bruit qui, j'en jurerais, était un rire, un son soufflant et sifflant qui était sans équivoque un signe d'amusement. Même le plus grand Bigfoot semblait émettre un grondement sourd similaire. Il riait de ma tentative maladroite, mais pas de manière méchante. C'était affectueux comme on pourrait rire d'un enfant qui apprend à marcher. J'ai réessayé. Et encore, et encore. Chaque fois je ratais, le poisson s'éloignant plus vite que mes mains humaines ne pouvaient bouger. Ma frustration a commencé à monter, mes doigts s'engourdissaient à cause de l'eau froide, mon dos commençait à me faire mal à force de me pencher, et une vague de doute s'insinuait en moi. Peut-être que je n'en étais tout simplement pas capable. Peut-être que cela exigeait des réflexes ou des capacités sensorielles que les humains ne possédaient tout simplement pas. Mais ils ont semblé sentir mon découragement. Le plus grand Bigfoot s'est approché si près que je pouvais voir les détails complexes de son visage. Les rides profondes autour de ses yeux qui suggéraient l'âge et l'expérience. La bouche étonnamment expressive, l'intelligence profonde qui émanait de ses yeux sombres et anciens. Il a posé une main énorme doucement sur mon épaule. J'ai senti son poids, sa chaleur même à travers ma chemise et le soin évident qu'il prenait pour ne pas me blesser malgré sa force considérable. C'était un geste d'encouragement, de patience, de confiance en ma capacité à réussir. La créature a alors de nouveau montré la technique, mais cette fois-ci, elle l'a décomposée encore plus soigneusement. Elle m'a montré comment positionner mon corps en me penchant légèrement en avant pour réduire la distance que mes mains devaient parcourir. Elle m'a montré comment regarder non seulement le poisson, mais aussi la façon dont la lumière se réfractait dans l'eau, comment tenir compte de cette distorsion visuelle. Elle m'a montré comment détendre mes épaules et mes bras pour que le cou soit fluide plutôt que tendu et saccadé. Plus important encore, elle m'a montré comment respirer en prenant une profonde inspiration apaisante et en la retenant juste avant de frapper, ce qui stabilisait mon corps et aiguisait ma concentration. J'ai regardé attentivement, absorbant chaque détail, puis je me suis positionné exactement comme elle me l'avait montré. J'ai ajusté ma respiration. J'ai regardé l'eau avec une concentration douce plutôt qu'un regard intense, et j'ai attendu. Un saumon s'est approché. J'ai suivi son mouvement en douceur, anticipé sa trajectoire, pris une profonde inspiration et l'ai retenu. Puis j'ai frappé avec un mouvement fluide, vers là où il allait être plutôt que là où il était. Mes mains se sont refermées sur quelque chose de solide, de frétillant et de très vivant. J'avais attrapé un poisson. Je l'ai sorti de l'eau à deux mains, osant à peine croire que j'avais vraiment réussi. Les Bigfoot ont poussé de fortes vocalisations qui ont résonné à travers le ruisseau. Des sons de célébration et d'approbation sincère. Le plus petit a même tapé plusieurs fois dans ses mains énormes, créant des sons semblables à des coups de tonnerre qui ont fait s'envoler les oiseaux des arbres voisins. Ils célébraient de mon succès comme si c'était le leur, véritablement heureux que j'ai appris leur technique. J'ai ressenti une vague de joie et de fierté complètement disproportionnée par rapport à l'accomplissement. Ce n'était qu'un poisson. Mais il représentait tellement plus, il représentait un lien à travers une barrière d'espèces que l'on croyait impossible. Il représentait leur patience et ma persévérance, leur générosité et mon ouverture d'esprit. Ce poisson était un symbole de tout ce qui était remarquable dans cette rencontre. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons pêché ensemble.
L'expérience est passée de terrifiante à confortable, puis à véritablement joyeuse. Nous trois, debout dans ce ruisseau froid et clair, attrapant des saumons avec nos mains. Les Bigfoot étaient bien plus doués que moi, attrapant 10 poissons pour chaque poisson que je réussissais à prendre. Mais ils étaient des professeurs patients, m'offrant parfois un léger ajustement de ma position ou un doux grognement d'encouragement. Nous ne parlions pas une langue commune, mais nous communiquions parfaitement, par des gestes et une compréhension mutuelle. Quand nous avons eu assez de poissons et que mes mains étaient complètement engourdies, le plus grand Bigfoota fait un geste vers la rive. Nous sommes tous sortis de l'eau ensemble, puis au lieu de retourner de leur côté du ruisseau, ils m'ont conduite en amont le long de la rive. Je les ai suivis sans hésitation. Ma peur s'était complètement évaporée, remplacée par une profonde curiosité et quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Ces êtres ne m'avaient montré que de la gentillesse. Quoi qu'ils veuillent me montrer, j'étais prête à le voir. Nous avons marché pendant peut-être 20 minutes à travers une forêt de plus en plus dense, les Bigfoot se déplaçant avec une grâce surprenante à travers le sous-bois. Ils naviguaient sans effort entre les obstacles, ne faisant presque aucun bruit, tandis que je m'écrasais derrière eux, cassant des branches et trébuchant sur des racines. La forêt est devenue plus silencieuse à mesure que nous nous enfoncions, les bruits du ruisseau s'estompant derrière nous. La canopée s'est épaissie, filtrant la lumière du soleil en un crépuscule verdoyant, comme dans une cathédrale. L'air sentait la mousse, la décomposition et la croissance. Je me suis retrouvée hyper consciente de chaque détail, sachant que je vivais quelque chose d'extraordinaire. Finalement, nous sommes arrivés à une petite clairière au cœur de la forêt. Ce que j'y ai vu m'a cloué sur place, le souffle coupé. La clairière était remplie de structures, des dizaines, faites d'arbres courbés et tressés. De jeunes gaules avaient été soigneusement façonnés pendant leur croissance, guidés pour former des arches et des spirales parfaites qui défiaient les lois de la croissance naturelle. Des branches de différents arbres avaient été entrelacées au-dessus de nos têtes, créant des treillis complexes. De plus grosses branches étaient disposées sur le sol en motifs qui ressemblaient presque à une forme d'écriture. Des pierres étaient empilées en cairns soignés de hauteurs variables. C'était comme tomber sur une sorte d'installation artistique en plein air ou un site sacré, mais je savais avec une certitude absolue qu'elles avaient été créées par les Bigfoot. Ce n'était pas un comportement aléatoire, c'était une conception intelligente, de la créativité, un sens artistique, une expression culturelle. Les Bigfoot étaient des bâtisseurs, des créateurs, des artistes. Le plus grand a ramassé une branche épaisse et a démontré sa force en la pliant en arc, puis a montré du doigt diverses structures, émettant de douces vocalisations comme pour expliquer leur fonction. J'ai marché prudemment à travers la clairière, examinant les structures avec un sentiment de profonde admiration et de respect. Le plus petit Bigfoot m'a conduite au centre de la clairière, où un cercle de grosses pierres avait été disposé autour d'un rocher plat qui servait de siège. Il m'a fait signe de m'asseoir et je l'ai fait, m'installant sur la pierre avec un sentiment de révérence. Les deux Bigfoot se sont également assis, un de chaque côté de moi. Pendant un long moment, nous sommes simplement restés assis ensemble dans le calme de leur lieu sacré. Ce fut l'un des moments les plus paisibles et profonds de ma vie. Le plus petit Bigfoot a tendu lentement la main et a doucement touché mon épaule. Un contact bref et délibéré qui ressemblait à une expression d'amitié. J'ai regardé dans ses yeux et j'y ai vu une intelligence si stupéfiante et si humble qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux. Ce n'était pas un animal, c'était une personne. Nous sommes restés dans cette clairière 1 heure de plus, existant simplement ensemble dans une compagnie paisible. Finalement, le plus grand Bigfoot s'est levé et a regardé dans la direction d'où nous venions. Il était temps de partir. Ils m'ont raccompagné jusqu'au ruisseau, jusqu'à la frontière entre leur monde et le mien. Quand nous avons atteint la rive où mon équipement était encore posé sur le rocher, ils se sont arrêtés. Le plus grand s'est tourné vers moi. Je voulais dire merci,
exprimer ma gratitude, mais je n'avais pas de mots qu'il comprendrait. Alors, j'ai simplement posé ma main sur mon cœur et j'ai légèrement incliné la tête. Le Bigfoot a semblé comprendre. Il a posé son énorme main sur sa propre poitrine, imitant mon geste, puis s'est retourné et est retourné dans le ruisseau. Le plus petit a fait de même, m'offrant un dernier regard avant de le suivre. Je les ai regardés remonter le courant en pêchant jusqu'à ce qu'ils disparaissent au détour d'un virage. Puis je me suis assise sur mon rocher, mes jambes soudainement faibles et tremblantes. J'avais passé la matinée avec des Bigfoot. J'avais appris à pêcher à main nue. J'avais été accueilli sur leur territoire. On m'avait montré leur création. Et j'avais été accepté comme une amie. C'était impossible, c'était réel, et cela m'avait changé pour toujours. Le trajet du retour fut flou. Mon esprit tournait, essayant d'intégrer cette expérience dans ma compréhension de la réalité. Les Bigfoot étaient réels. Ils étaient des êtres intelligents, sociaux, créatifs. Ils pouvaient être amicaux, voire généreux. Tout ce que je pensais savoir sur le monde avait été bouleversé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai su que je ne pouvais le dire à personne. Qui me croirait ? Je n'avais aucune preuve, juste une glacière pleine de poissons et une histoire qui ressemblait à un conte de fées. Pire, si les gens me croyaient, ils afflueraient à Blackwater Creek. Scientifiques, chasseurs, touristes, ils détruiraient ce sanctuaire immaculé et menaceraient de l'existence paisible des êtres qui m'avaient montré une telle gentillesse. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Ils m'avaient fait confiance. Trahir cette confiance était impensable. Alors je me suis tu. Le secret est devenu le mien. Un fardeau magnifique et lourd. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, le souvenir de ce jour est devenu mon encre. Quand la procédure de divorce devenait pénible, quand le travail semblait écrasant, quand la solitude menaçait de m'engloutir, je fermais les yeux et je me souvenais d'être debout dans cette eau froide, à côté de créatures qui n'étaient pas censées exister. Je me souvenais de leur patience, de leur rire, de leur compagnie silencieuse. Ce souvenir m'a changé. Je suis devenue plus patiente, plus observatrice, plus disposée à accepter que la réalité contient des mystères qui dépassent notre compréhension actuelle. Je suis devenue une ardente défenseur de la protection des espaces sauvages, comprenant maintenant qu'ils abritent des secrets que nous ne pouvons même pas imaginer. Plusieurs années ont passé depuis ce matin-là, mais le souvenir ne s'est pas estompé. Au contraire, il est devenu plus précieux avec le temps. Je réalise maintenant que ces heures ont été un moment charnière, un avant et un après, qui a divisé ma vie en deux chapitres distincts. Avant, j'étais quelqu'un qui croyait que le monde était en grande partie connu et expliqué. Après, je suis devenu quelqu'un qui comprend que le monde est bien plus rempli de mystères que de certitudes, que nous partageons cette planète avec d'autres êtres intelligents dont les vies et les cultures existent parallèlement aux nôtres. Je ne suis jamais retourné à Blackwater Creek. Une partie de moi en a très envie. Mais je sais que ce matin-là était un cadeau, une expérience parfaite et singulière. Tenter de le reproduire serait de la cupidité et diminuerait sa magie. Au lieu de cela, je l'honore en vivant différemment. Je porte ce jour avec moi toujours, un trésor secret que personne ne peut m'enlever. Un souvenir qui restera vif et précieux jusqu'à mon dernier souffle. J'ai le saumon que j'ai attrapé, cuit et mangé il y a longtemps, mais j'ai gardé une seule écaille de ce premier poisson, celui que le plus grand Bigfoot m'a donné. Elle est pressée entre les pages d'un livre, un petit rappel scintillant que ce qui s'est passé était réel. C'est une preuve suffisante pour moi. Le monde n'a pas besoin de ma preuve. Le monde a besoin de plus de mystères, de plus d'émerveillement, de plus d'endroits sauvages où des choses impossibles peuvent encore se produire. Et quelque part, au cœur de ces montagnes, je sais que deux êtres remarquables vivent leur vie. Et j'espère vraiment qu'ils se souviennent aussi de moi.